on ne va pas vous embarrasser plus longtemps, mais on pourrait continuer. Merci à vous de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien, Gisèle Pellicot. Voici une partie de l'équipe et voici le public. Vous publiez ce livre que tout le monde doit lire. Les femmes, les hommes, les filles, les fils, les pères, les mères, les couples. Tout le monde doit lire ce livre et il s'y trouvera, il s'y retrouvera car de votre drame personnel, vous avez réussi avec Judith Pérignon à faire un grand livre universel. J'ai lu le livre, Ambre a lu le livre, Maya, Juliette, Paul, Jean-Michel et Juliette qui étaient aussi au procès. On a discuté tout à l'heure en coulisses, vous l'aviez croisé là-bas. Alors au départ, le titre, il surprend et la joie de vivre. Oui, je comprends qu'il puisse surprendre, en effet, mais quand on lit le livre, je raconte que c'est un parcours de 3 générations, de 3 femmes qui ont traversé les douleurs, les peines, les joies, leur résilience, et qui m'ont aussi transmis cette joie de vivre. Elle est en moi, elle fait partie de mon ADN. Elle vous a jamais quitté ? Jamais. Jamais, jamais, même à travers mon parcours un peu difficile. Parce que je pense, quand je parle des deuils que j'ai connus très jeune, ce qui m'est arrivé avec l'histoire du procès de Mazan, je n'ai jamais baissé les bras et j'ai toujours fait face à l'adversité, tout le temps. Il aurait pu s'appeler aussi la pulsion de vie. D'où elle vient, cette pulsion de vie ? Je pense que quand on traverse tout ce que j'ai pu traverser dans mes 73 ans de vie, j'explique que ce parcours chaotique souvent, mais c'est en moi et cette pulsion de vie, je l'ai depuis que j'ai compris que la vie était éphémère et qu'il fallait en profiter. Quand est-ce que vous avez compris qu'elle était éphémère, cette vie ? Quand j'ai eu ces errances médicales pendant 10 ans, ces absences, où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai pensé que la maladie de ma maman m'avait rattrapée et que mes jours étaient comptés. Voilà, Alzheimer. J'ai consulté des neurologues qui n'ont pas su poser le bon diagnostic. Comment penser au bon diagnostic quand on vient avec son mari qui vous accompagne et qui ne comprend pas, en fait, qui ne peut pas imaginer que vous puissiez être drogué par l'homme avec qui vous avez partagé autant d'années, 50 ans d'une vie. Vous êtes née Gisèle Guilloux le 7 décembre 1952. Vous êtes devenue Gisèle Pellicot le 14 avril 1973. Pourquoi le livre est signé Gisèle Pellicot et pas Gisèle Guilloux ? C'est une question qui m'a été posée lors du procès. J'ai expliqué que ce n'était pas pour avoir un lien avec Dominique Pellicot. C'était avant tout, je l'ai gardé surtout pour les membres de ma famille et surtout pour mes petits-enfants. Parce qu'au vu de la couverture médiatique, j'ai tenu à garder ce nom publiquement. C'était une manière aussi de rééquilibrer les choses. C'est l'histoire d'une 50aine de salopards qui vous ont nié, mais je voulais commencer avec des hommes qui se sont souciés de vous. D'abord, je voulais commencer avec le vigile du Leclerc de Carpentras, l'homme sans qui rien ne serait advenu. Et vous l'avez rencontré, vous êtes allé à sa rencontre. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous vous êtes dit ? Pendant le procès, j'avais les week-ends pour moi, heureusement, et naturellement, j'ai eu envie d'aller le rencontrer. Et je rappelle juste que c'est lui qui a chopé Dominique Pellicot au Leclerc qui filmait avec son téléphone. Sans son intervention, c'est vrai que sans son intervention, M. Pellicot n'aurait jamais été arrêté. Donc j'ai eu besoin en effet d'aller le rencontrer pour le remercier parce que je pense que cet homme m'a sauvée. Il y a eu cette action de ce jeune homme, parce que c'est vraiment un jeune homme quand je l'ai rencontré. On est tombés dans les bras de l'un de l'autre, très émus. Et vous aussi êtes dit là, quoi ? Je l'ai remercié de m'avoir sauvée. Et lui, il était heureux de me voir en bonne santé. Vous avez des nouvelles de lui ? Non, plus depuis le procès, mais j'espère lui dédicacer mon livre. Voilà, ça sera une belle rencontre de nouveau. Je voulais parler aussi du sous-brigadier Laurent Perret, du commissariat de Carpentras, l'homme qui vous a dit que vous aviez été violée par votre mari et votre mari vous a fait violer par 53 hommes. Monsieur Laurent Perret. Lui aussi, il a eu cette persévérance d'aller investiguer le matériel informatique de Dominique Pellicot, parce qu'il y a eu l'intervention de ce vigile, mais il y a aussi l'intervention de ce lieutenant Perret. Oui. Et c'est vrai que je crois qu'il était présent à l'appel de Nîmes, et il a expliqué que pour lui, ça avait été un moment très difficile de sa carrière, parce qu'il ne savait pas comment il allait annoncer à cette femme que sa vie serait brisée à jamais.
Il a été vraiment très ému aussi de témoigner au tribunal et je le remercie encore aujourd'hui. Et vous avez escorté, je crois, le dernier jour à la sortie du tribunal à Avignon, c'est ça? Le 19 décembre, quand le procès s'est terminé, ils m'ont escorté parce que la foule était telle que je ne pouvais pas traverser cette salle ce tribunal en fait. Donc je ne voyais même pas les marches quand je descendais, donc il avait peur que je tombe et ils m'ont poussé dans la voiture de manière à me mettre en sécurité. Je voudrais aussi qu'on parle de vos deux avocats qui ont l'âge d'être vos fils. Ils s'appellent Stéphane Babonneau et Antoine Camus. Oui. Ça a été une très belle rencontre parce que quand je les ai rencontrés, je crois que Maître Camus n'avait pas encore entendu parler de l'histoire. Et quand il m'a téléphoné, c'était une consoeur qui lui a dit que je cherchais à changer d'avocat. Et il m'a téléphoné pour me dire, écoutez, la veille, donc du 12 novembre, il était en train de regarder les informations et il est tombé sur cette histoire sordide. Et le lendemain, il m'appelait et on s'est rencontrés par visio, tous les trois. Et le souci que j'avais, c'est que je n'avais pas les moyens de prendre deux avocats. Ouais. Et je leur ai expliqué que j'avais souvent un souci d'argent. Et ils m'ont dit, le problème n'est pas là, on va vous défendre comme si vous étiez notre mère. Et ça a été une magnifique rencontre et on est liés. Ils vous ont dit ça? Oui, et ça vraiment, j'ai apprécié leur délicatesse, leur élégance à mon égard. Ça me fait drôle de les voir. Pourquoi? Parce que je les vois, là je les vois plus avec leur robe d'avocat aujourd'hui. On est amis, voilà, ils font partie de ma famille maintenant. Vous vous tutoyez? Oui, depuis que depuis que je ne suis plus leur cliente, oui, on se tutoie. Mais jusqu'à 19 décembre, je les ai vouvoyés, jusqu'à l'appel, je les ai vouvoyés jusqu'à la fin du procès de l'appel, et maintenant on se dit tu, bien sûr. Qui a dit bon maintenant on se tutoie? C'est moi. C'est vous qui avez dit ça? C'est moi, parce qu'ils ont l'âge de mes enfants. Donc, je leur ai dit, je crois que maintenant, on peut avec ce qu'on a traversé... Mais ils vous tutoient aussi? Maintenant, oui, alors, Antoine Camus avait plus de facilité. Stéphane Babonneau est beaucoup plus réservé, plus discret. Mais ça y est, maintenant, le tutoiement fait partie de notre façon de se communiquer ensemble. On pense bien sûr aussi à Nathan, votre petit-fils, qui était à vos côtés, à votre droite, le dernier jour du procès. Est-ce qu'il a l'âge de lire ce livre et est-ce que toute votre famille aussi a lu le livre? Nathan va avoir 20 ans au mois de juillet. Je crois que c'était important qu'il soit à votre droite. Bien sûr, c'était important parce que c'est les futures générations et c'était important qu'il soit à mes côtés. Et il a lu le livre. Il l'a lu? Il l'a reçu et je crois que c'est un des premiers qu'il a lu. Oui. Donc on se voit le 19, on se voit bientôt, on va échanger tous les deux. Est-ce que vous allez en parler? Est-ce que ça a été quoi? Est-ce que vous voulez nous dire ce qu'il en a pensé? Comment il l'a vécu? Non, on n'a pas échangé. Je pense qu'il a besoin, c'est quelqu'un de pudique aussi, Nathan. Je pense qu'il a besoin de venir, qu'on soit tous les deux, voilà, et que ça se passe à huis clos et qu'on puisse échanger. Et que ce soit privé. Que ça soit privé, tout à fait. Alors ce livre n'est pas seulement un témoignage, c'est beaucoup plus, Ambre. Oui, c'est beaucoup plus que juste des faits, c'est beaucoup plus que juste votre versant d'un procès qu'on a tous suivi. Vous faites de ce livre, qui est très beau, un espace où vous prenez seul le contrôle du récit. Parce que vous êtes quelqu'un qu'on a beaucoup raconté dans les médias, dans un procès, dans nos conversations pendant très longtemps. Ici, vous vous racontez vous-même et surtout, vous utilisez le livre, l'objet livre, la littérature, comme un espace de complexité, pour éviter les raccourcis et pour rétablir de la complexité, notamment à deux endroits. Déjà, vous tenez à vous redonner une identité qui dépasse celle du procès. Vous racontez votre enfance, votre vie d'avant. Vous expliquez que dans cette affaire, vous aviez sans cesse l'impression de ne pas être adéquate à ce qu'on attendait de vous. Quand vous devenez une icône féministe, vous écrivez « Je risque de décevoir certaines militantes parce que je ne suis pas aussi radicale qu'elles ». Quand vous rencontrez votre avocate, vous écrivez « Elle m'imaginait soit détruite, soit guerrière, et je n'étais ni l'une ni l'autre ». Au moment du procès, on vous dit que vous êtes trop souriante, trop solide, trop élégante. Même vos enfants s'étonnent de vous, parfois violemment. Ils ne comprennent pas pourquoi et comment vous avez cette force et ce sourire. Et même vis-à-vis de nous, lecteurs, dans le livre, parfois vous écrivez « Je sais que ce que je viens de dire va perturber des gens ». C'est pour ça que dans ce livre, vous expliquez qui vous êtes selon vos termes, d'où vous viennent cette force et ce sourire qui est un héritage de votre mère. C'est magnifique. Et puis l'autre portrait que vous faites, c'est celui de votre ex-mari, Dominique Pellicot. Et là aussi, vous utilisez le livre pour véhiculer de la complexité. Évidemment, vous expliquez que les choses sont brisées entre vous. Vous vous demandez même comment le nommer. Vous ne savez plus comment l'appeler. Monsieur Pellicot,
Dominique, mais vous tenez à lui rendre, à lui aussi, une identité qui dépasse celle du procès. Lui aussi vous racontez son enfance, violente et traumatisante, et surtout vous racontez l'histoire d'amour qui a été la vôtre. Vous racontez même que c'est une histoire d'amour que tout le monde vous a enviée pendant 50 ans. Vous expliquez que vous avez besoin de protéger certains beaux souvenirs avec lui, simplement parce que si vous jetez tout cet homme, vous jetez 50 ans de votre vie, vous en avez 73, donc ça fait quand même beaucoup de votre vie. Ça, il y a peut-être des gens qui ne vont pas le comprendre, mais vous dites que vous ne faites pas ça pour le protéger lui, mais pour vous protéger vous. Et je précise une chose, pour ceux qui nous écoutent, vous n'en êtes pas moins lucide et analytique. Vous listez aussi les signaux problématiques qui ont émergé avec le temps. Vous ne l'excusez en aucun cas, c'est important de le préciser. Mais raconter cette histoire de cette façon-là, c'était important pour vous, mais c'est aussi important pour nous. Parce qu'on a en tête cette vieille idée qu'un homme qui ferait un truc pareil à sa femme n'est rien d'autre qu'un monstre. Là, l'idée qu'un homme qui a commis des atrocités pareilles ait donné pendant 50 ans l'impression d'être un mari idéal, y compris à vos yeux, c'est une vérité qui ne nous arrange pas. Mais c'est une vérité à laquelle on va bien devoir accepter de faire face si on veut comprendre et si on veut changer. Donc votre livre nous offre cette complexité-là, cette matière à réflexion, à discussion. Après la réunion ce matin, on est resté très longtemps à discuter ensemble de votre livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se disait tous qu'on en avait retenu et on avait tous retenu des choses différentes. La preuve qu'il y a tant de choses dans votre livre. Moi, par exemple, un truc que j'ai adoré, c'est quand vous racontez comment vous avez redécouvert à 70 ans l'amitié féminine que vous aviez sous-estimée et qui est une de vos nouvelles sources de joie. Oui. Oui, alors il y a beaucoup de choses. C'est Pascal, l'ami. Oui, Pascal, mon ami. Et on a passé la soirée hier soir ensemble. C'est vrai que c'est une amie depuis 1982. Il y a eu cette rupture de 20 ans. Et on se retrouve, quand M. Pellico est incarcéré, comme si on s'était quitté la veille. Et ça, c'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment l'amitié. Allez-y. Complètement. C'est vraiment l'amitié féminine. On est soudés, on est liés, comme deux sœurs, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça magique de reprendre cette relation là où on l'avait arrêtée 20 ans plus tôt. Et puis, il y a aussi, quand vous parlez de M. Pellico, moi, j'ai eu besoin de penser quand même que ces 50 ans passés avec lui n'avaient pas été qu'un mensonge. C'était une manière aussi de continuer à vivre, parce qu'on ne peut pas effacer tous ces souvenirs. On est fait de souvenirs et la vie ne se rejoue pas. Donc j'ai eu besoin de me dire que tout n'avait pas été qu'un mensonge pour continuer à vivre. Seulement, c'est ce que j'explique dans le livre, je suis morte et je suis morte depuis longtemps. Est-ce que se rappeler des bons moments, ça a été compliqué? Non, parce que j'ai cette faculté aussi de garder que les bons moments. C'est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction avec ce qu'il nous a fait, à sa famille et à moi. Bien sûr qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas pardonner non plus. Mais j'ai eu besoin de me raccrocher à ces souvenirs, de me dire quand même, je n'ai pas détecté les signaux, je me suis rendu compte de rien. C'est compliqué aussi quand on partage la vie avec un individu pendant 50 ans, sans imaginer l'impensable. Ça a été une déflagration pour mes enfants et pour moi aussi. On s'est pris un TGV plein de figures. Enfin, c'est ce que j'explique dans le livre. Au moment de la révélation des faits, je n'arrive pas à accepter ce qu'on est en train de me dire. J'explique que mon cerveau a fait une dissociation et je mets le curseur sur pause, c'est-à-dire que je suis encore dans le passé. Je n'arrive pas à aller dans le présent. Ça aussi, je l'explique dans le livre, cette façon de me réattribuer ma vie après. Je peux vous demander, dans le livre, vous l'appelez par son prénom, Doumé, vous donnez ses surnoms. Oui, oui. Pourquoi là, vous l'appelez Monsieur Pellico? Parce que c'est une manière aussi de mettre de la distance avec ce qui s'est passé. J'ai évolué, moi, depuis ces 50 procès. Je me suis réattribué ma vie, j'ai appris aussi à me connaître. Parce que quand on partage sa vie on s'est mariés jeunes, on avait 20 ans, on était deux gamins qui ont été propulsés dans la vie. C'est vrai qu'on parle d'une époque aussi dans ce livre, je parle des années 70. Donc on est nés tous les deux en 52, donc on est peu de temps, on est nés 7-8 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc tout est à reconstruire. Et c'est vrai qu'il a une enfance compliquée, son père est tyrannique, autoritaire, et moi j'ai un peu plus une famille où il y a plus d'amour malgré la disparition de ma mère. Ouais. J'ai quand même encore la famille de ma mère qui est là pour me protéger. Et pourquoi c'était important de raconter sa jeunesse compliquée à lui? Pour essayer de comprendre comment... parce que c'est vrai, quand on arrive au procès, les gens ne me connaissent pas déjà. Ça aussi, c'est une manière de dire, en lisant le livre, on va apprendre à me connaître, à savoir qui je suis. Et c'était aussi une manière d'expliquer qui il était, lui, aussi, avant toutes ces horreurs qu'on découvrira le 2 novembre.
Et vous écrivez notamment que vous vous êtes sauvés mutuellement. Oui, on s'est sauvés, rencontre. tout à fait. Oui, parce que moi, j'avais une enfance difficile. Et puis, vous savez, quand vous perdez votre maman à 9 ans, je vois mon père dévasté par le chagrin, mon frère aussi. Donc, je n'ai pas le droit de m'écrouler. Comme je dis, je suis le petit soldat du bonheur qui doit avancer. Et je pense que toute ma vie, j'ai porté toujours beaucoup d'attention à l'autre. C'était pas moi qui passais en priorité, c'était tout le temps les autres. C'est aussi une forme, je trouve, d'honnêteté assez rare d'écrire en 2026 Oui. Sans la haine que vous, pour la haine, la colère, enfin tous les sentiments qui pourraient vous submerger, mais d'essayer de retrouver ce que vous ressentiez à l'époque, donc dans les années 70. C'est une forme d'honnêteté assez remarquable en fait. Mais je pense que c'est le lot de beaucoup de gens qui traversent des épreuves difficiles dans leur existence. C'est des mécanismes aussi de défense, je pense, de s'accrocher au meilleur des souvenirs. Je pense que je ne suis pas exceptionnelle par rapport à ça. La haine et la colère, non. Je n'ai jamais éprouvé ce sentiment parce que je pense qu'elle vous détruit. J'ai été plutôt dans l'indignation, la trahison aussi. Et puis, par rapport à mes enfants, où eux, ils ont manifesté cette colère, et je la comprends, et elle est légitime. Mais j'explique aussi qu'on n'occupe pas la même place. Moi, j'ai choisi M. Pellicot. Je l'ai aimé, on a fait 3 enfants. Eux n'ont pas choisi leurs parents. Vous avez une belle phrase d'ailleurs, vous dites « Nous étions amants, nous étions jumeaux ». Oui, je trouvais ça beau. Oui, c'est vrai. C'était dans une autre vie. C'est ce que j'explique à travers le livre, j'ai eu plusieurs vies. Alors vous l'avez dit, c'est un livre sur les femmes nées dans les années 50, leur rapport à la sexualité, leur solitude, leur culpabilité. Et ça a beaucoup frappé Maya. Oui, alors moi j'ai lu votre témoignage comme un vrai livre d'histoire. C'est un demi-siècle d'émancipation féminine, mais raconté de l'intérieur. On voit comment tout change, le rapport au corps, le rapport à l'argent, le rapport au bonheur et bien sûr le rapport au couple. On part d'un monde où la vie des femmes, vous écrivez ça, tourne vraiment autour de leur conjoint. Puis à cette époque, il n'y a aucune éducation sexuelle, le viol conjugal n'existe pas. On considère qu'un bon mari, c'est quelqu'un qui vous tape pas dessus. On considère que les hommes ont des besoins et qu'il faut bien qu'ils les expriment, même quand leurs demandes sont incessantes. Vous revenez d'ailleurs souvent sur ce point dans ce livre. On peut lire en creux un peu la banalisation de la pornographie. La liste des pratiques demandées par Dominique Pellicot, ça m'a fait penser aux catégories d'un film porno. Fellation, sodomie, échangisme, lingerie sexy, langage humiliant, photographie érotique. Interracial, il y a absolument tout qui y passe, sauf que justement, on n'est plus dans les années 50, donc à chaque fois, vous l'envoyez bouler, vous pouvez vous le permettre puisque vous êtes financièrement stable. Quand vous avez envie d'un amant, vous en prenez un. Vous ne supportez pas qu'un expert vous qualifie de petite esclave de votre mari, et vous avez bien raison, puisque vous êtes une femme qui s'est émancipée, comme beaucoup de femmes de votre génération. Mais ce que j'avais jamais lu, c'est la description de ce qui se passe dans un couple quand il y a une personne qui avance avec son temps et que l'autre personne veut rester dans le passé. Plus le livre avance, plus Dominique Pellicot est largué et plus on constate ce que ça peut donner quand les hommes se sentent complètement largués, y compris les jeunes, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes sur le banc des accusés à votre procès. Et cette histoire-là, cette histoire de la résistance des hommes aux droits des femmes, malheureusement, elle n'est pas terminée. Oui. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de chemin à parcourir encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand vous racontez tout ce que je dis dans le livre, ça peut des fois paraître choquant parce que je suis d'une honnêteté. Je suis vraiment... J'ai mis mon âme à nu dans ce livre. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir des choses qu'ils ne savent pas encore aujourd'hui, donc ils vont être étonnés. Mais j'ai voulu être authentique dans ce livre. J'ai voulu que ça soit un livre qui parle à toutes les générations et qu'en effet, moi, quand je suis mariée dans les années 70, à l'époque, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, et une femme se doit à son mari. Donc le viol conjugal existe. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans... Depuis peu de temps. Depuis peu de temps. Ouais, depuis il y a 2 semaines. J'ai énormément de femmes qui m'ont abordé, des femmes de ma génération, même des plus jeunes, qui disent « Mais oui, vous avez raison, le viol conjugal existe. » Alors il ne faut pas alarmer tout le monde, bien sûr, mais on peut quand même s'autoriser, messieurs, excusez-nous, à dire non de temps en temps, quand même. Votre génération a traversé... Pendant le procès, les médias ont dit Gisèle Pellicot est très digne. Est-ce que c'était le bon mot, digne ? Alors ça, oui, c'est les avocats, peut-être qu'on dit ça aussi, et les gens qui m'accompagnaient certainement. J'ai voulu garder cette attitude parce que je ne voulais pas que les accusés que j'allais affronter voient une femme victime complètement détruite. Et ça, j'ai voulu leur tenir tête jusqu'au bout, de dire, c'est pas moi qui vais baisser les yeux, c'est vous, messieurs, qui allez baisser les yeux.
Et on m'a même reproché mon élégance aussi. Oui, c'est ça. Ambre le disait tout à l'heure aussi, où on vous a reproché votre élégance. Et alors, plus on me reprochait cette élégance, plus je soignais cette élégance. C'était une manière aussi de redresser ce corps supplicié, parce que et de dire que tout ce que le viol cherche à détruire. Ça aussi. Je me disais que jamais, je ne voulais pas renvoyer l'image d'une victime détruite, surtout. De dire quand on voyait ces images, quand vous arriviez sur les marches du palais de justice, que vous étiez droite, avec vos lunettes élégantes, vous étiez combattante, vous aviez quoi dans la tête quand vous traversiez cette foule et ce hall du palais? Alors, j'avais mis mes lunettes de soleil aussi pour me protéger aussi. Je ne voulais pas qu'on voie l'expression, parce que je ne suis pas arrivée si détendue que ça au vous le racontez dans le livre, c'est votre avocat qui vous dit préparez-vous, ça va mitrailler partout. Parce que, donc c'est une manière de me protéger aussi, de ne pas affronter leur regard. Et il vous dit aussi, l'avocat, arrête de sourire. Oui, parce qu'il fallait que on se concentre, Gisèle. Oui, on se concentre. Oui, il fallait absolument que rien ne m'échappe, en fait. Il fallait que je tienne pendant toutes ces séances qui ont été difficiles quand même. Et je tiens quand même à préciser, parce que c'est important de le dire ce soir, c'est qu'on est venu me chercher. Moi, j'ai pas été portée plainte. On est venu me chercher et on m'a apporté toutes les preuves. Oui. Et ça, c'est quand même assez rare. Et il y avait une victime pour autant. C'est unique, en fait. C'est unique, bien sûr. C'est pour ça que ce procès est un peu décalé par rapport à d'autres procès. Parce que la plupart des victimes n'ont pas de preuves. Et souvent, elles doivent apporter les preuves à la police pour dire « j'ai été violée ». Voilà, et elles n'osent pas souvent aller porter plainte. C'est pour ça que j'ai dit il faut que cette honte change de camp. Parce que c'est souvent une double peine pour les victimes et c'est vraiment une souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Et œuvrer pour le collectif, c'était ça. Il fallait dire non. Et on va y aller. Alors, je ne dis pas que tout le monde peut avoir cette force. Bien sûr que non. On est tous différents. Mais j'ai voulu leur dire que j'étais connectée avec elles. De dire ce que j'ai fait, c'est aussi pour vous, pour elles. Ce soir, je porte une écharpe. Elle m'a été livrée, elle m'a été envoyée. Est-ce que c'est les Australiens? C'est les Australiennes qui me l'ont. Et voilà. Et donc, c'est de me dire un petit clin d'œil à elle ce soir. Oui. Elle est arrivée au tribunal et c'est les femmes aborigènes qui l'ont. Elle est en soie. Elles se sont collectées pour me faire. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc, ce soir, c'est un petit clin d'œil aussi pour elle. Voilà. C'est très important pour moi. C'est une manière de dire elles sont avec moi dans mon cœur aussi. Et puis de dire aussi que toutes ces femmes aussi qui m'ont soutenue, parce qu'au début du procès, personne ne sait que ce procès que je me suis opposée au huis clos. Et au fur et à mesure, je vois que ce procès prend une autre tournure. Et c'est là où je me dis que j'aurais pas imaginé que ma parole aurait trouvé un écho aussi large, y compris au-delà de nos frontières. Ça aussi, ça m'a bouleversée de voir que ces femmes avaient pu s'identifier à mon histoire et parce que ça faisait aussi écho à leur souffrance. C'est intéressant, ça me rappelle un passage du livre. Vous dites qu'à 16 ans, vous vous demandiez quelle serait votre mission, quel serait le sens de la vie. Oui. Et puis d'un seul coup, ça vous tombe dessus. J'ai compris ma mission. Oui, quand je suis très jeune, je me pose cette question de dire mais quelle sera ma mission sur cette terre? Et la réponse m'a été donnée le 2 septembre 2024. Voilà. Juliette était à Avignon et elle vous a croisé plusieurs fois. Vous l'avez croisée, vous étiez assez peu parlé, je crois. Et qu'est-ce qui t'a répondre aux questions du tout des journalistes. Qu'est-ce qui t'a frappé pendant le procès? Alors déjà, sincèrement, ce procès a vraiment marqué ma vie, je tenais à vous le dire. Mais surtout, il y a une chose qui m'a profondément frappée en suivant les audiences. On avait tout le temps cette impression que ces hommes qui vous ont violé voulaient inverser les rôles. Ils faisaient tout pour inverser les rôles. Vous, la victime, ont tenté de vous faire passer pour la coupable. Et eux, les violeurs, faisaient tout pour se présenter comme des victimes. Et ça m'a particulièrement dérangée, voire parfois vraiment choquée en salle d'audience pendant tout ce procès. On a pu filmer la salle d'audience parce que vous avez refusé le huis clos. Et pour la première fois, on pouvait voir tous ces hommes qui vous ont violés réunis dans cette salle. Dès le début, ils ont tenté de se victimiser. Ça se voyait déjà dans leur attitude. Ils arrivaient au tribunal masqués, capuche sur la tête. Ils rasaient les murs, là on peut le voir, pour éviter les caméras. Et cette tentative de victimisation s'entendait surtout dans leur justification. Quand ils étaient appelés à la barre, ils se justifiaient avec des phrases qu'on peine encore à croire réelles. J'en ai encore quelques-unes qui m'ont marqué encore aujourd'hui. « Oh, mais ça va, son mari m'avait donné son accord. » Elle n'a jamais dit non, donc elle était consentante. Ou encore cette phrase glaçante, d'ailleurs que vous citez dans le livre. « Je ne suis pas un violeur. Si j'avais voulu violer, j'aurais choisi une femme plus belle, une femme plus jeune. »
Des mots qui donnent encore des frissons aujourd'hui. Et je me souviens, j'observais beaucoup le comportement de ces hommes, de ces violeurs dans la salle d'audience. Et je voyais que parfois, pendant les audiences, certains cherchaient même à croiser votre regard, parfois même pour vous provoquer, attendre enfin une réaction de votre part, parce que vous étiez tout le temps droite, digne sur votre siège. Alors moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous aussi, vous avez la même impression que moi, qu'on essaie tout le temps de remettre la faute sur vous, qu'on essayait en fait de vous mettre sur le banc des accusés? Bien sûr. D'ailleurs, quand j'ai pris ma deuxième prise de parole à la barre, je me suis adressée au président de la Cour en lui disant « Monsieur le Président, je pense que je suis la seule coupable et j'ai derrière moi 51 victimes. » Parce que c'était intolérable, insupportable de voir qu'ils essayaient de me provoquer, de me déstabiliser. Et pas que les accusés, les avocats aussi de la défense, qui ont été vraiment... on m'a traité de complice, de consentante. Vous étiez prête à ça ? Absolument pas. À la violence des... Non, ça, je ne m'étais pas préparée à cela, mais j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi quand ils ont vu que je m'étais opposée au huis clos. J'ai vu la rage dans leur visage, de se dire, elle ose faire ça, on va lui faire payer très cher cette décision. Donc c'est là qu'il a fallu que je sois solide et surtout bien accompagnée par mes avocats et puis l'aide d'associations d'aide aux victimes d'Avignon qui ont été là pour me soutenir pendant tout le procès. Et puis même les avocats de la défense refusaient qu'on utilise le mot viol. On parlait de scènes de sexe. Voilà, des scènes de sexe, des à un moment rapports à la sexuels. barre aussi. J'ai dit, Monsieur le Président, on ne peut pas entendre parler de scènes de sexe, ce sont des scènes de viol. Mais comme ils étaient, bien sûr, présumés innocents, il fallait parler de scènes de sexe. Mais quand on visionnait les vidéos, on ne pouvait plus continuer à parler de scènes de sexe. C'était impossible. Ils ont tous nié les viols. Pourquoi, d'après vous? Je pense qu'il y a une preuve de lâcheté et de déni. Parce que, bien évidemment, quand on leur posait la question « Avez-vous eu le consentement ?» Bien sûr que non. « Avez-vous violé Madame Pellicot ?» Bien sûr que non. Son mari avait donné son consentement. C'est glaçant, ça fait froid dans le dos. Je pense qu'ils n'ont rien compris. La plupart disaient « Mais non, un viol, c'est avec violence dans un parking. » C'était ça. Celui qui a fait appel l'année dernière, c'est ce qu'il a encore osé dire. Et c'est lui qui était victime. C'était lui qui était violé, en fait. Oui, il dit « J'ai tout le respect pour elle, pour vous. » J'ai beaucoup de respect pour Madame Pellicot, mais je ne l'ai pas violée. Moi, j'ai été violée. Ça aussi, c'était insupportable pour moi. Est-ce qu'il y en a un qui a essayé d'entrer en contact avec vous après la fin Non, jamais. procès? Non, jamais. Et puis il y a une autre question autour du viol, c'est une question un peu difficile qui nous poursuit depuis 2017, c'est de savoir si tous les hommes sont potentiellement des violeurs. Vous répondez non dans le livre, mais tout de même, la question est reposée, indéfiniment reposée, y compris par mes amis avec qui je me suis engueulée sur la question hier. Est-ce que par leur silence, par leur inaction, par leur privilège, les hommes sont tout de même collectivement coupables d'être des violeurs potentiels, selon vous? Non, on ne peut pas dire une chose pareille parce que moi, j'ai été confrontée à ces individus qui, c'est vrai, c'est des hommes ordinaires, des messieurs tout le monde, mais on ne peut pas dire que ce sont des messieurs tout le monde. C'est pas possible d'entendre ça. C'est vrai que quand on les voit, ce sont des bons pères de famille, des frères, des sœurs. Il y a même une mère de famille, une femme de mon âge, qui est venue dire « Mon petit garçon, 45 ans quand même, ça laisse songeur quand on entend cela. Il n'a pas pu violer cette femme. » Parce que je pense qu'on est forcé. Toutes ces femmes étaient aussi dans le déni. Mais j'explique aussi que j'aurais pu être l'une de ces femmes si j'étais arrivée à la barre. Si on m'avait demandé est-ce que votre mari a pu violer, bien sûr que non, j'aurais pas pu accepter ça. Donc je pense que les réseaux sociaux, ce salon coco.org et puis ce salon à son insu, il y a une certaine catégorie d'hommes qui sont allés s'inscrire sur ce site de rencontre, enfin de rencontre. On ne peut même pas appeler ça un site de rencontre, mais à l'initiative quand même de M. Pellicot. Donc c'est vrai qu'ils avaient l'air de dire comme le mari est consentant, tout est possible. Et ça, ils avaient aussi ce protocole de ne pas fumer, de ne pas parfumer et de se laver les mains à l'eau chaude. Donc ils savaient très bien pourquoi ils venaient. Ils venaient en toute conscience violer une femme inconsciente, parce que quand on voit les vidéos, on voit cette femme qui est sans vie, qui n'a plus d'âme, qui est une poupée de chiffon totalement désarticulée. Ça aussi, ça a été pénible pour moi de voir qu'ils ne réalisaient pas le crime qu'ils avaient commis. Vous utilisez des mots difficiles envers vous-même. Vous dites poupée de chair et d'os, vous dites épave. Épave, aussi, j'étais surprise de lire ça. Oui, mais c'est tout à fait ça. Quand j'ai dû les visionner, ces vidéos, quand j'ai pris la décision de m'opposer au huis clos, mes avocats m'ont dit il va falloir se préparer, il va falloir les visionner. Alors c'est vrai que ça a été un moment compliqué pour moi d'accepter le visionnage des vidéos, mais comme on allait les diffuser en salle d'audience, il fallait que je les regarde. Et ça aussi, ça m'a aidée parce que j'ai pu mettre de la distance avec cette femme qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de corps, qui n'a plus de conscience. C'était pas moi.
Et ça m'a aidée. Alors je ne dis pas qu'elles sont insoutenables, intolérables, il y a même des scènes de barbarie. Mais je suis allée, après le visionnage, j'ai arrêté avec Stéphane Babonneau, parce que c'est lui qui m'accompagnait pendant le visionnage. On a stoppé les vidéos et j'ai dû aller marcher pendant des heures. J'explique dans le livre où je pleure et que je suis confrontée aux éléments. Et au bout de 2 heures, quand je suis revenue, j'ai dit à mon compagnon, bon, écoute, ça y est, c'est fait, je suis prête. Et je ne reviens pas sur ma décision, on va y aller. Je vais aller affronter tous ces salopards. Et vous posez une question, page 76, une question qui donne le vertige. Et si je m'étais réveillée, est-ce que Dominique m'aurait liquidé? Ça, c'est une question que je me suis posée. De me dire que oui, si je m'étais réveillée et que j'avais découvert ces individus, ou lui, je ne sais pas, oui, qu'est-ce qui se serait passé? Des fois, j'y pense. Est-ce que vous avez la réponse? Bien sûr que non, je n'ai pas la réponse. Heureusement, je ne me suis jamais réveillée. C'est vrai que ça a été des anesthésies générales. Et tant mieux pour moi, parce que je pense que je ne serais certainement pas là aujourd'hui devant vous pour témoigner de tout cela. Deuxième déflagration, la police vous appelle 2 ans après la révélation des viols sur vous. Il y a du neuf. Dominique Pellicot a reconnu un autre viol dans les années 90. Il est soupçonné de meurtre. Est-ce que vous savez où en est l'enquête? Alors ça, je le découvrirai 2 ans après, en novembre 2022, quand on m'appelle pour me dire que c'est au sujet de M. Pellicot. Alors j'explique bien sûr, c'est toujours au sujet de M. Pellicot. Et là, on me dit non, là c'est un colcaise. On me parle de cette tentative de viol où il a reconnu les faits. Alors là déjà, je suis en état de choc, encore une fois. Et puis on me parle aussi de ce meurtre concernant Sophie Narme. Je n'ai pas d'éléments. J'ai été reçue, enfin, les enquêteurs sont venus à l'île de Ré pour m'interroger. Je ne me suis jamais rendu compte de rien. Ça aussi, c'est effrayant de se dire qu'on a pu vivre à côté de quelqu'un qui a pu commettre autant d'horreurs. J'ose espérer, parce que les scellés ont disparu concernant Sophie Narme. Il n'y a plus de preuves, il n'y a pas d'ADN non plus. J'ose espérer d'abord qu'on retrouve cet ADN. Et j'ose espérer aussi qu'il n'est pas l'auteur de ce crime odieux, parce que je pense que c'est encore la descente aux enfers pour ses enfants et pour moi. Votre fille veut la vérité qui se cache derrière les 2 photos prises par son père pendant son sommeil. Est-ce qu'il y aura un autre procès, Pellicot? Je n'ai pas la réponse non plus. J'espère qu'elle obtiendra les réponses de son père. Je le lui souhaite profondément. Parce qu'elle est vraiment en grande souffrance, Caroline. Et de la voir comme ça, je suis vraiment peinée. J'ai vraiment beaucoup de peine parce que je n'arrive pas à l'accompagner comme je devrais le faire. Parce que moi aussi, me sens impuissante face à tout cela. J'espère qu'elle obtiendra les réponses. Vraiment, je lui souhaite. L'argent est très présent dans le livre, les crédits à la conso, le surendettement, les économies sur l'essence. Vous en avez aussi parlé tout à l'heure de l'essence, de l'argent. Oui. Pourquoi c'était important d'en parler? Parce que ça fait partie de mon parcours de vie, de dire que j'ai pu surmonter tout cela. C'est aussi l'histoire d'un couple à travers toutes les failles d'un couple, c'est-à-dire les problèmes de travail, les problèmes de couple, les problèmes financiers. Je pense que tout le monde se reconnaîtra à travers ce livre. Parce que ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Et j'explique tout mon parcours de vie en disant que oui, en effet, j'ai traversé tout ça. Et c'est une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, je viens de régler ma dernière traite de surendettement le 7 février. Aujourd'hui? Enfin, le 7 février, donc pas si longtemps que ça. Oui. Voilà, donc ça y est, je suis une femme de nouveau libérée de toutes ces obligations financières. Et ça, pour moi, ça a été une belle victoire parce que j'ai réglé ça toute seule. Et j'ai même demandé 1 euro symbolique pour ce divorce. Je n'ai jamais souhaité d'avoir un rapport d'argent avec M. Pellicot. Vous avez signé même les papiers du divorce le premier jour du procès. Oui, mon divorce a été prononcé le 2 septembre, à l'ouverture du procès. C'était l'ironie du sort. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron vous ont appelé? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Alors là, je n'ai pas tout suivi. J'avoue que je ne fais pas très attention à ça. Paraît-il qu'il y a eu une phrase d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, je ne cours pas après la notoriété. C'est pas du tout. Après, non. Mais par contre, vous êtes devenu un tel symbole que ça aurait été normal. J'ai reçu une lettre de Camilla, d'Angleterre. J'ai reçu une très belle lettre. Et je lui ai Vous avez reçu une lettre de la reine d'Angleterre? Oui, oui. Et que j'ai encadrée, d'ailleurs. C'est vrai? Oui, qui est dans mon bureau. Et je lui ai répondu et je lui ai dédicacé mon livre. Je lui ai fait parvenir mon livre. Vous irez voir Dominique Pellicot en prison. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu échanger avec lui pendant ces plus de 5 ans et demi de procès. À chaque fois que je m'adressais à lui, je parlais au président de la Cour, parce que la charge émotionnelle aurait été telle que je n'aurais pas pu aller au bout de ce que je pouvais lui dire. Mais j'ai besoin d'aller le rencontrer parce que j'ai besoin des réponses, lui expliquer pourquoi,
comment tu as pu nous trahir à ce point? Pourquoi m'avoir fait autant de mal? Je n'ai pas les réponses aujourd'hui. Et je pense que sur mon chemin de reconstruction, je suis en bonne voie, mais j'ai besoin de ces réponses. Vous irez quand? Vous Alors, savez, pour le moment, le planning est assez chargé pour moi, mais j'espère d'ici la fin de l'année pouvoir aller le rencontrer. Il a tenté de vous écrire depuis? Non, je pense qu'il ne rentre pas, il peut pas rentrer en contact avec moi. Enfin, je sais pas, non, de toute façon, il ne sait pas où je vis. Alors c'est ça aussi que j'ai pas précisé, c'est que quand je parle des avocats de la défense, son avocate, maître Béatrice Zavaro, a été très élégante vis-à-vis de moi. Jamais elle a cherché à m'humilier, non, vraiment. Elle a été, et ça, elle est venue me saluer, d'ailleurs, le premier jour du procès. Et elle vous dit ne lui faites pas de cadeaux. Alors ça, oui, mais je pense que... Est-ce que j'ai bien vraiment compris cette phrase? Je pense l'avoir comprise, mais là maintenant je commence à un peu avoir un doute. Mais est-ce que c'est parce que j'ai voulu peut-être comprendre cette phrase et de dire qu'elle serait là pour ne pas peut-être m'humilier comme j'ai pu avoir ces humiliations avec tous les autres avocats? Elle s'est dégagée du lot. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'on peut écouter cette chanson? Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, Bien sûr. je m'en suis fait presque une amie. Oui, je la connais par cœur. Une douce solitude. C'est vrai. Vous l'écoutiez souvent? Je l'écoute souvent et quand je suis en voiture avec Jean-Loup, on l'écoute tous les deux. Parce que lui aussi, il a... On n'a pas parlé de Jean-Loup. Non, et c'est vrai qu'il occupe une place très importante dans ma vie, lui et ses enfants. Il est pas loin. Oui, je sais. Et lui aussi, il a eu des épreuves difficiles aussi dans sa vie. Donc on était deux âmes cabossées quand on s'est rencontrés. Et on n'aurait pas pensé une seule seconde tomber amoureux, ni l'un ni l'autre, ni même en avoir envie. Mais voilà, le parcours a changé nos trajectoires et ça a changé nos vies aujourd'hui. Mais je peux vous demander comment on arrive encore à faire qu'est-ce que vous avez vécu? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que je peux vous demander comment on arrive à faire encore confiance aux hommes après tout ce que vous avez vécu? Parce que je fonctionne comme ça et je pense que je ne vais pas me changer. Je suis authentique et j'aime faire confiance parce que ce n'est pas parce qu'il m'est arrivé cela que ça va se renouveler. Peut-être que je serai plus vigilante le jour où je me réveillerai le matin, que je ne me souviendrai pas de ce que j'ai fait la veille. Je dirais, là, il s'est peut-être passé quelque chose hier soir, j'irai consulter, faire un prélèvement de cheveux et une prise de sang. Maintenant, je suis avertie. Et ça aussi, il faut savoir qu'il va y avoir aussi la gratuité de ces soins pour les prélèvements de cheveux, les prises de sang. Ça c'est une belle avancée, comme l'association de Caroline, l'association M'endors pas. Elle l'a créée en 2023. C'est l'assaut de votre fille. Oui, et on n'aurait jamais imaginé, parce que moi, à l'époque, la soumission chimique, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil de violence, cette soumission chimique. Et cette violence, c'est aussi une domination masculine. Et ça, ce qu'elles ont mené avec l'association M'endors pas et ce qu'elles ont mené avec Sandrine Josso, parce qu'elle aussi a été victime de soumission chimique, elle était sur ce plateau, c'est une belle avancée. Il y a eu cette définition aussi sur la loi du consentement. Alors je dis toujours, on peut voter toutes les lois, mais ce n'est pas les lois qui feront changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Et je pense que ça passe par l'éducation, le respect et l'attention pour tout. Et votre livre aussi. Et mon livre aussi. J'ai une dernière question aussi à vous poser. Je voulais savoir, parce que je vous ai vu en loge tout à l'heure, là je vous vois sourire et ça fait plaisir de vous voir sourire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que le rire fait partie de votre personnalité? Dans les images que j'ai vues de vous dernièrement, sur la une du New York Times ou la une de Vogue Amérique, je crois, ou Vogue Angleterre, vous souriez et j'ai l'impression que vous souriez beaucoup. Et je voulais savoir ce qui vous faisait sourire. Ça fait partie de mon ADN, le sourire, parce que je trouve que la vie n'est pas toujours facile. On vit dans un monde très anxiogène aujourd'hui. Et je pense que le rire guérit de beaucoup de choses, bien sûr. Tout ce qui ne veut tue pas vous rend plus fort. Et le sourire aussi. Vous n'avez jamais arrêté de sourire? Jamais. Ça m'arrive, bien sûr, d'être triste, d'avoir des moments de blues comme tout le monde. Mais ça, je ne le partage pas. Je partage mes rires, mais je ne partage pas ni mes larmes, ni ma souffrance. Merci Gisèle Pellicot. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venue sur le plateau de Quotidien. Le livre, il sort demain, il s'appelle « Et la joie de vivre ». Il est écrit avec Judith Pérignon. Il est publié chez Flammarion. On a la musique ou pas? Vous en parlez aussi de ce morceau? Ah oui, Éric Satie. Éric Satie. J'aime beaucoup Éric Satie et j'aime beaucoup aussi Mozart. Voilà. Ben voilà, je voulais qu'on se quitte sur cette chanson-là, sur ce morceau. Voilà, j'écoutais ça la nuit quand je ne voulais pas m'endormir. J'avais tellement cette obsession de la mort que j'écoutais ça la nuit et ça me berçait. Merci Gisèle Pellicot. On était ravis de vous avoir ici sur le plateau.